Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'avant-match de la rencontre face à Villarreal. Il y a pas mal de sujets, de thèmes à aborder aujourd'hui. Je ne vous avais pas fait le débrief du match contre Chambalala, c'était en 16e de finale de Coupe du Roi, vous m'excuserez. Comme la saison dernière, je ne l'ai pas débriefé parce que pour moi c'est une formalité. Et en plus, la hauteur de la caméra fait en sorte que y a pas grand chose à retenir en fait. T'as pas grand chose à analyser de ce type de match, à part peut-être quelques performances individuelles. Mais je m'en suis passé. J'en parlais brièvement là dans une analyse beaucoup plus globale. Et ouais, il y a pas mal de choses à dire avant ce match contre Villarreal. Mais avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RepFood, site de vente de maillots en ligne. Ils m'ont fait parvenir ce maillot que vous pourrez trouver sur leur site. Avec la Coupe du Monde qui approche, vous pourrez vous procurer la CAN aussi, des maillots de vos pays préférés. Actuellement, c'est la période du Black Friday jusqu'au 26 décembre. C'est arrivé jusqu'au 26 décembre. Si vous achetez pour un montant supérieur à 49 €, ils vous offrent un maillot supplémentaire de votre choix gratuitement. Si vous achetez pour un montant supérieur à 89 €, ils vous offrent 2 maillots de vos choix gratuits. Et si vous achetez pour un montant supérieur à 139 €, ils vous offrent 3 maillots de vos choix gratuits. La procédure pour avoir les maillots gratuits se trouve actuellement à l'écran ou alors en description. Et n'oubliez pas qu'avec une commande de plus de 89 €, vous avez la livraison gratuite. Et surtout, si vous utilisez le code de réduction Massian à la fin au niveau du checkout, vous aurez un rabais de 18%. Ouais, 18% sur la totalité de vos achats. Comme ça, vous pourrez pas mal économiser. Le lien en description, les amis. Faites-vous plaisir pour cette en défaite. Retournons au Barça. Je vous avais demandé de me poser des questions cette fois-ci sur Twitter et non sur Instagram. N'hésitez pas à venir sur les réseaux, sur mes réseaux, afin qu'on puisse échanger en dehors de YouTube, parce que lorsque je fais pas de vidéo aussi, c'est souvent dessus que j'annonce les choses. Donc, les matchs contre Villarreal ont toujours été très intenses. Cette saison, ils sont 3e de Liga et s'ils gagnent leur match en retard, ils passeront 2e. Est-ce que tu vois cette rencontre comme plus difficile que celle contre le Real Madrid et l'Atlético ? On continue. Villarreal est une équipe joueuse, 3e de Liga, mais en coup de mou. Plus d'excuses pour les 3 points, non. En fait, effectivement, Villarreal, c'est un déplacement très compliqué. Les déplacements, même pas les déplacements, les matchs en général contre Villarreal, ça a toujours été des matchs compliqués, avec beaucoup d'intensité, parce que c'est une équipe qui vient en règle générale nous chercher haut. Donc forcément, c'est une équipe qui, lorsqu'ils viennent jouer le Barça, ils savent souvent comment nous faire mal. Parce que même la saison dernière, lorsque le Barça était en forme, je me rappelle là-bas le déplacement à Villarreal à la Ceramica. Le Barça, je pense, ils mettent un 5-2 ou un 5-3, 5-2, je crois. Mais Villarreal, ils ont beaucoup embêté le Barça avec la ligne du hors-jeu déjà. Donc ça veut dire que dès ce moment-là, ils savaient, entre guillemets, comment gérer la ligne du hors-jeu du Barça. Aujourd'hui, les choses ont un peu évolué pour Villarreal et pour le Barça. Flick essaie de se réajuster petit à petit avec sa ligne du hors-jeu, mais globalement, ça reste le même principe. Et Villarreal, vu que c'est une équipe qui sait jouer au ballon, c'est une équipe qui est capable de te faire mal. Donc, je ne m'attends pas à un clean sheet du Barça, déjà, d'avance, je vous le dis, par rapport à ce match. Je m'attends à une équipe de Villarreal qui a des choses à prouver aussi, parce que comme l'a dit Aymar, c'est une équipe qui a un coup de mou. Moi, je le vois pas ça comme un coup de mou dans les autres compétitions, notamment en Ligue des Champions, notamment en Copa. Moi, je le vois comme plus une équipe qui se focalise sur la Liga. Ça peut être ça. Après, ça n'excuse pas le fait de se faire éliminer en 16e de Copa face à une équipe de Détroit, c'est vrai. Mais l'impression que j'ai, c'est que cette image, en fait, cette face qu'ils ont en Liga, c'est pas la même face qu'ils ont en fait dans les autres compétitions. Donc peut-être qu'ils se sont dit, allez, all-in sur la Liga, on va aller le plus haut possible, parce qu'il faut pas oublier que s'ils gagnent leurs 2 matchs en retard, comme ça a été dit, ils passent devant le Real Madrid, derrière le Barça. Donc nous, en gros, d'aller chercher les 3 points dans leur stade. On rappelle aussi que c'est un match qui de base était censé être joué aux US. Moi, j'étais pas trop fan de l'idée. Finalement, tous les autres clubs de Liga ont été contre. Même des joueurs du Barça étaient contre. Donc c'est une bonne chose que ça se joue dans leur stade, parce que voilà, pour plus d'équité sportive, je trouve. Bref, ça va donc être un match pas facile, parce que Villarreal est une équipe aux 2 visages, comme ça a été dit. Mais moi, je pense plus que c'est une équipe qui préfère se focaliser sur la Liga cette saison. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant pour battre le Barça ou accrocher le
Barça, je sais pas, mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont les qualités, d'autant plus que moi, quand je regarde cette équipe de Villarreal, on parle d'un joueur déjà en particulier qui aura des choses à prouver. Moi, je pense que c'est un peu le match d'après pour lui. Je pense à qui? Je pense à Nicolas Pepe. Nicolas Pepe qui a eu des problèmes avec sa sélection, qui ne sera pas finalement à la CAN, et ça fait beaucoup parler. Je vais pas rentrer dans les détails du qu'est-ce qui s'est passé, du pourquoi, du comment. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, je condamne vivement déjà les attaques racistes dont il a été victime. Sa fédération ne l'a pas soutenu par rapport à ça. Ils peuvent se battre sur plein de choses, sur est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison, avec Juste Riyad et tout, c'est un autre débat. Mais sur le racisme, qu'ils ne le soutiennent pas, je trouve ça quand même scandaleux. Bref, je pense que Nicolas Pepe aura des choses à prouver. Face au Barça, les yeux seront rivés sur lui, la terre entière, juste avant la CAN en plus. Je pense que si le Barça veut vraiment repartir avec les 3 points, c'est un joueur qu'il va falloir surveiller très sérieusement, Nicolas Pepe. Parce que, ouais, je pense qu'il aura une motivation supplémentaire pour un match pareil avant la CAN. Et puis, faut pas oublier non plus Tejan Buchanan. Moi, que je le suis depuis qu'il était à Bruges, international canadien, très remuant, très intéressant, qui est assez rapide, très bon dans le dribble aussi. Donc, ouais, ils ont des joueurs rapides sur les ailes capables de faire mal au Barça. Maintenant, ils ont aussi des absents, je crois. Je pense que Foyt est absent. Je pense que Gérard Moreno aussi est absent. On verra. De toute façon, le Barça n'aura pas d'excuses. Faudra attaquer ce match avec le plus grand sérieux possible. Parce que, ben ouais, Villarreal, ça, je sais pas si ça sera le déplacement ou en tout cas le match le plus difficile que le Barça aura à jouer en Liga. Mais jouer le Real Madrid, c'est très difficile là-bas au Bernabeu. Jouer l'Atlético, pareil. Donc, un déplacement à la Ceramica, ça sera toujours un déplacement ultra compliqué, ultra piège. Même si le Barça, est toujours victorieux, ou en tout cas ne lâche pas de points là-bas depuis de très nombreuses années. La taupe, t'as une idée qui c'est? Alors, par rapport à ça, je suis allé à la pêche aux infos par rapport au club. Ce sont des informations confidentielles. Je ne peux malheureusement pas, les amis, vous en dire davantage. Tout ce que je peux vous dire, c'est que son nom commence par Ri et ça se termine par Les. Voilà, donc on avance avec la prochaine question. Tu penses que Eric peut s'installer définitivement en numéro 6 cette saison et former un 4-3-3 avec Pedri et De Jong? Alors, déjà, je pense que oui, Eric peut définitivement s'installer en 6 cette saison. Par contre, où est-ce que moi j'ai plus de doutes, c'est sur le fait de voir De Jong en numéro 10. Parce que Pedri, il est indéboulonnable à son poste. Et le poste de 6, si Eric l'occupe, ça veut dire que c'est Frenkie qui jouerait à ce poste de 10. Et honnêtement, je ne vois pas Frenkie de Jong du tout être numéro 10. Pour la simple et bonne raison que Frenkie de Jong, c'est pas un mec méchant en fait à l'entrée de la surface des réparations. Il est capable de faire des passes D, il est capable de faire circuler le ballon et trouver des passes, mais Frenkie de Jong, c'est pas un numéro 10, c'est pas un mec tueur en fait, c'est pas un mec méchant dans le dernier tiers adverse. Contrairement à un mec comme Fermin, qui peut l'être dans des bons jours, contrairement à Olmo, qui peut l'être dans des bons jours. Ce sont des mecs qui sont beaucoup plus attirés par le but, voire même la passe D, que Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, je l'ai dit la dernière fois, je pense que c'est le premier joueur de l'histoire qui, lorsqu'il arrive dans la surface de réparation, sa priorité des priorités, c'est de chercher la meilleure passe encore. Même s'il est face au gardien, même s'il doit tirer, il doit d'abord chercher la passe. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me dérangeait avec Pedri déjà à l'époque. Je vous le disais, Pedri ne prenait jamais sa chance. Tire de loin, oublie. Et donc là, lorsque Pedri se mettait de plus en plus à tirer cette saison, même la saison dernière, Pedri s'est amélioré par rapport à ça. À chaque fois qu'il a de l'espace maintenant pour tirer, il prend sa chance. Il a marqué contre Levante en début de saison et il n'hésite pas de temps en temps à prendre sa chance. Ça se voit que voilà, c'est un mec qui a une qualité, une technique de tir très intéressante. Donc Frenkie de Jong, je pense qu'il en a les capacités aussi, mais je sais pas si c'est parce qu'il n'ose pas ou parce qu'il préfère toujours les solutions les plus simples, ne pas prendre de risques. Mais au poste de numéro 10, non, je ne pense pas que Frenkie de Jong soit taillé pour ce poste-là. Et ça nous ramène aussi du coup à la question du numéro 6. Parce qu'aujourd'hui, Frenkie de Jong, Eric Garcia, Flick nous a clairement fait comprendre que c'est Eric Garcia qui jouera à ce poste de 6. Et c'est un message fort quand même qu'il envoie là à Frenkie de Jong. Je pense qu'on attendra la composition du match justement face à Villarreal. Si Frenkie de Jong ne débute pas au détriment de Eric au poste de 6, waouh, là le message il sera plus qu'acté. Ça voudra dire en gros que ce que Flick disait lors de la conférence de presse avant le match contre Osasuna,
c'est qu'il le pense. Après, oui, je pense qu'il est assez direct comme personnage, mais de mettre la théorie en pratique comme ça, parce qu'il y a souvent de la langue de bois, on le sait, hein, en conférence de presse, mais ça veut dire que dans la tête de Flick, si Eric est titulaire contre Villarreal et Frenkie sur le banc, ok, ça voudrait dire que dans la hiérarchie, à l'heure actuelle, il pense que Eric Garcia apporte beaucoup plus de solidité que Frenkie. Et est-ce que c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment incohérent? Est-ce que c'est déconnant de voir Eric Garcia préférer à Frenkie à ce poste de numéro 6? Moi, je pense que non. Pourquoi? Parce que Frenkie, on l'a dit, avec le ballon, il va jamais la perdre. Il va souvent réussir à sortir du pressing. Très rare qu'il perde un ballon avec Pedri, ils se comprennent très bien. Ils forment un duo exceptionnel, c'est vrai. Par contre, dans la protection pure de sa défense, devant sa surface, devant sa ligne défensive, Frenkie de Jong, il ne sait pas en lui, en fait. C'est parce que ce n'est pas un 6, Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, c'est un milieu box-to-box qu'on demande de jouer en tant que 6. Et Eric Garcia, à la différence de Frenkie, c'est un défenseur de base. C'est un mec qui a été formé comme défenseur. Donc, lorsqu'il joue à ce poste de 6, lorsqu'il voit, par exemple, un attaquant arriver ou un milieu arriver pour essayer de passer, pour entrer dans la défense, lui, son premier réflexe, c'est de se comporter comme un défenseur central avant de se comporter comme un milieu. Là où Frenkie, peut-être, ça peut lui arriver de pas forcément faire la faute sale ou de pas forcément mettre le pied pour empêcher l'autre de passer à tout prix au risque de se prendre un jaune. Mais Eric Garcia, il calcule pas ça. Parce que lui, il se dit, limite, je suis défenseur, je suis un peu trop haut là. Donc, faut que j'empêche le milieu ou l'attaquant d'avancer dans ma défense. Vous voyez un peu? Lui, Eric Garcia, il réfléchit comme un défenseur central qui joue en 6. Alors que Frenkie de Jong, il réfléchit comme limite un milieu offensif ou un milieu box-to-box qui joue en 6. Donc, il est un peu trop propre, contrairement à Eric. Donc, forcément que ça fait une différence. D'autant plus que Eric, balle au pied, il est pas dégueu. Il est loin d'être dégueu, balle au pied. Donc oui, la question se pose par rapport au 4-3-3, mais je verrais plus, moi, Eric Pedri, plus un 10 comme Fermin ou Olmo, parce que Frenkie en 10, j'ai du mal à l'imaginer, à le concevoir pour l'instant. Mais c'est pas impossible de voir un 4-3-3 où tu as deux relayeurs avec Frenkie et Pedri qui sont les relayeurs, Eric en 6 pour les protéger. Mais à ce moment-là, faudra revoir l'animation tactique même offensive. Mais oui, c'est possible de voir... en fait, c'est moi qui ai mal abordé ta question parce que la vérité, tu as été clair depuis le début. Tu as dit un 4-3-3 avec Pedri et Frenkie. Donc j'imagine que tu parlais d'un 4-3-3 du coup avec deux relayeurs, donc Pedri et Frenkie. Moi, je l'ai amené en mode 4-2-3-1. Mais tu vois un peu ce que je veux dire, vous voyez un peu ce que je veux dire dans mon analyse par rapport à Frenkie dans un 4-3-3, oui, je pense que c'est possible en tant que relayeur. En tant que relayeur, je le précise. Mais vu que Flick joue souvent dans un 4-2-3-1 avec un 10, s'il doit jouer avec Pedri, Eric et Frenkie, techniquement, c'est Frenkie qui jouerait en 10. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai du mal à voir ça fonctionner correctement. Pérez veut absolument couler le Barça. En penses quoi? Penses-tu que le Barça est coupable? Moi, je pense que ce qui se passe avec Pérez, c'est totalement limite prévisible, en fait. C'est totalement prévisible. Pourquoi? Parce que, pour ceux qui se rappellent, déjà la saison passée, lorsque le Real Madrid allait bien et qu'ils étaient devant le Barça au classement, lorsqu'ils avaient quasiment 7 points d'avance provisoire sur le Barça, on n'entendait pas parler du cas Negreira. Vous vous en souvenez? On n'entendait pas parler, il n'y avait rien du côté de Madrid, mais bizarrement, depuis que le Barça a commencé à remonter la pente, le Real a commencé à enchaîner les contre-performances, là, ça y est, ça a recommencé. L'affaire Negreira, les arbitres, ils ont commencé à accentuer les choses sur Real Madrid TV, à harceler les arbitres. En fait, la stratégie du Real Madrid est très simple. En faisant ça, en fait, ils sont en train d'influencer les arbitres. Parce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé, je l'ai dit tout à l'heure, lors de la finale de la Copa contre eux, la saison passée. Cet harcèlement qui ne s'arrête pas, à chaque fois constant sur les arbitres, qu'est-ce que ça pousse? Ça pousse certains arbitres à développer des mécanismes de défense qui les empêchent d'être neutres, en fait. Parce que l'arbitre, justement, qui avait arbitré, je pense que c'est De Burgos qui avait arbitré la finale, il avait tellement pris des décisions pour le Real Madrid, limite pour montrer, regardez, je ne suis pas contre vous, qu'il a lésé le Barça durant cette finale-là. Donc ça, c'est un mindset, en fait, qu'ils essaient d'instaurer dans la tête des arbitres. Malgré eux, ils vont se retrouver, en fait, à avoir peur de siffler contre le Real, parce que, oh, regardez, le Real, ils disent déjà qu'on ne les aime pas. Donc si là, je siffle quelque chose contre eux, alors que je suis censé le siffler, ça va aller dans leur narrative qu'on ne les aime pas, ou en tout cas qu'on triche contre eux. Vous voyez? Donc je trouve que c'est très sournois ce que fait Florentino Pérez. Il sait très bien que là, il a plein de casseroles, plein de problèmes au Real Madrid. Il y a des problèmes financiers avec le stade, structurels, avec les socios, avec le modèle du Real qu'il veut changer. Il sait que c'est
quelque chose de difficile à faire avaler à certaines personnes à Madrid, notamment les socios de longue date. Il sait aussi que ça commence à le pointer de doigt de plus en plus par rapport à sa gestion catastrophique du cas Xabi Alonso, de la structure de son effectif qu'il a voulu mettre en place. Il a voulu mettre ses Galacticos 2.0. Il le sait. Au sein même des supporters du Real, il y a plein de supporters du Real qui lui disent d'arrêter de se cacher et d'assumer, en fait. Florentino Pérez, il le sait. Donc forcément qu'il est acculé. Et qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est de détourner l'attention pour regarder le méchant Barça, Negreira, etc. etc. Le timing, il est choisi comme par hasard, au moment où le Barça est devant eux, 4 points devant eux. Moi, ça ne m'étonne pas. Donc c'est bien en fait que Laporta limite le prenne comme un sénile, le prenne comme un fou, parce que là, il ne s'arrête plus. Et je pense que les déclarations de Tebas récentes sont là pour l'attester. Et que Florentino Pérez, ça fait longtemps en gros qu'ils auraient pu, eux, le Real Madrid, se présenter dans cette affaire comme partie lésée. Ils auraient pu le faire depuis longtemps. Et ce que Tebas reproche au Real Madrid, il dit qu'ils auraient pu le faire depuis très longtemps. Mais vu que tout allait bien pour le Real, il gagnait la Ligue des Champions, Pérez, apparemment à ce moment-là, Negreira n'existe pas. Mais là, depuis que le Barça et Laporta, ils ont décidé de sortir de la Super League, ça y est, maintenant, oui, on commence maintenant à se sentir lésé, faut entamer des procédures, etc., etc. Donc non, je ne donne pas trop d'importance aux déclarations, aux attaques de Pérez. Je pense que c'est un mec qui est acculé, en fait, qui essaye de trouver une porte de sortie et il a décidé, voilà, de prendre l'angle Negreira. Mais les supporters du Real, moi que je connais en tout cas, avec qui je discute, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup qui se laissent pas endormir. Ils savent très bien que Pérez, c'est un écran de fumée, il essaie de se cacher derrière tout ça. Et ils savent très bien que Pérez, il y a plein de choses qu'il gère très mal au Real Madrid. Le système offensif du Barça est-il aujourd'hui trop dépendant de la créativité individuelle de joueurs comme Yamal ou Rashford, plutôt que d'un plan collectif vraiment structuré, influencé par la façon dont les matchs se déroulent dernièrement? En fait, je pense que c'est une question très intéressante dans le sens où je pense que beaucoup plus que les problèmes défensifs, c'est plus moi des problèmes offensifs que je vois depuis quelques matchs, les 3 derniers matchs notamment comme tu dis. Alors, c'est vrai, circonstances ultra atténuantes. Tu as joué quand même face à des avions de chasse, même pas des bus, des avions qui étaient garés devant la cage des adversaires. Tu as joué 3 blocs bas, c'est vrai. Sauf que moi, ce qui me dérange par rapport à ça, c'est que lorsque tu joues face à ce type de bloc bas, contre Francfort, vous vous rappelez, je vous avais dit que je n'étais pas très content parce que l'impression que j'avais, c'est que le Barça, tu rajoutes 5 minutes de plus, Francfort, ils étaient capables d'égaliser. Et le Barça n'avait pas créé un volume d'occasion assez pour me dire, ok, ça voulait juste pas rentrer, bloc bas. Non, parce que quand il y a un bloc bas, c'est vrai que voilà, c'est jamais facile. C'est jamais facile de faire bouger un bloc bas, de trouver. En fait, lorsque tu arrives à marquer assez tôt, c'est ça qui peut te sauver, te faciliter le match. Mais contre Francfort, il n'y avait pas eu beaucoup d'occasions. C'est ça qui m'avait dérangé. C'est pas tant le fait qu'on ait encaissé en premier. C'est pas tant le fait qu'on ne réussisse pas à marquer assez vite. C'est plus le fait qu'on ne réussisse pas à générer, en fait, pas mal de situations, pas mal d'occasions. Moi, vous savez, les matchs du Barça, je connais trop cette équipe. Je connais mon Barça. Je sais lorsqu'ils vont faire un grand match. Au bout de la 20e, 25e minute, s'il n'y a pas eu l'ouverture du score, ou en tout cas, s'il n'y a pas eu de grosses occasions, des vagues, je veux dire, qui s'enchaînent, je sais en fait que ça va pas être un match facile. Après, ça peut aller jusqu'à la 30e, mais jusqu'à ce moment-là, je sais en fait si le Barça va faire en règle générale un bon match ou pas. Et contre Francfort, je l'ai senti assez vite. Contre Osasuna, c'était un peu différent. Vous vous rappelez, lors du débrief, je vous avais dit, là pour le coup, on avait senti le gardien d'Osasuna travailler, faire des arrêts, être occupé. Donc là, contre Osasuna, tu te procures quand même des occasions malgré le bloc bas. Tu arrives à marquer un but qui est refusé pour un talon d'une action qui est rembobinée jusqu'à Mathusalem. Mais voilà, tu arrives quand même à générer. C'est pour ça que je vous dis que contre Osasuna, malgré le fait que tu arrives à ouvrir le score un peu tard, oui, je trouve que c'était une bonne performance professionnelle. Tu as su être patient, tu as su avoir des occasions, générer des volumes d'occasions. Par contre, le dernier match contre Chambalala en Copa, en 16e de Copa, là, j'étais pas content par rapport à la première mi-temps parce que là encore, face à une D3, t'arrives pas à générer d'occasion. C'est pas tant le Barça, encore une fois, que le Barça marque tard dans le match, je suis pas trop patient ou quoi que ce soit, c'est plus moi les occasions. Le Barça aurait pu aller à la mi-temps avec un score de 0-0, ça m'aurait pas dérangé si j'avais senti le gardien de Chambalala en train de faire des arrêts, en train d'être limite à l'agonie, en train de, voilà, d'être occupé.
Mais en première période, j'avais pas vu ce Barça-là. Donc forcément que offensivement, c'est quelque chose qui m'inquiète. Lorsque je vois que lorsque t'as pas tout le monde, Rafinha, Lamine Yamal et Pedri ensemble, qu'il y a quelque chose qui manque en fait. Mais encore une fois, tout ça, c'est atténué par le fait que tu jouais 3 blocs bas en fait. Donc Villarreal, je pense que ça ne sera pas un bloc bas, ça sera une équipe qui viendra nous chercher haut. Et je pense que si on réussit à battre leur pressing, c'est une équipe aussi qui saura se replier assez vite pour jouer bloc bas. C'est pas impossible. Mais voilà, faut s'attendre à ça. Faut s'attendre à plus en plus d'équipes qui jouent en bloc bas. C'est la réalité du Barça. Ça sera la réalité du Barça dans certains matchs. Et il faudra faire avec. On peut pas à chaque fois se dire oui, mais on n'arrive pas à trouver la solution. On trouve la solution. On a trouvé la solution sur les 3 derniers matchs. Et c'est tant mieux. Maintenant, faudra pas trouver à chaque fois cette excuse de oui, c'est un bloc bas. On peut pas générer d'occasion. On peut pas jouer. Ça sert à ça aussi, les animations offensives. Ça sert à ça aussi de travailler des choses à l'entraînement pour justement déstabiliser des blocs bas. Tout comme ça sert à ça de travailler des animations face aux blocs hauts qui viennent te chercher. Maintenant, par rapport au 11, ça c'était celui qui avait débuté face à Chambalala en 16e de Copa. Je pense qu'il y aura naturellement des changements. Déjà, je pense que Koundé va retrouver sa place en tant que latéral droit à la place de Casado. Eric Garcia, je pense qu'il va sauter d'un pas, il va passer au milieu de terrain. Il va occuper cette place de 6. Je pense également que Pedri va retrouver sa place aux côtés de Eric Garcia. Au niveau des défenseurs centraux, on a parlé de Christensen. Pourquoi est-ce qu'il ne joue pas plus? Moi, je pense que c'est notre défenseur le plus fiable, hein, Christensen. Le problème, c'est que vu que Flick, avec lui, on a vu ce que Lewandowski avait dit dans sa biographie, hein, ce qui s'est passé contre l'Inter. Mentalement, je pense que c'est quelqu'un de peu fiable pour Flick. Donc, je pense que dans les gros matchs, c'est pour ça qu'il ne peut pas compter sur lui, je pense, à chaque fois. Mais intrinsèquement, je pense que Christensen, oui, c'est dommage que ça soit pas un mec qui ait beaucoup plus d'importance parce qu'il t'apporte tellement de sérénité aussi. Mais je pense que voilà, Gérard Maldini va retrouver sa place de titulaire, titulaire axe gauche, avec Koubarsi qui va retourner aussi dans le 11. Ter Stegen, je pense qu'il va retourner sur le banc. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça bouge pas. J'arrive pas. Je sais pas si c'est l'application. Bref, ok, j'arrête. Ter Stegen va donc retourner sur le banc et Johan Garcia va retrouver sa place de titulaire, naturellement. Et puis, à gauche, Torrens a fini de télécharger des choses. Il va retourner sur le banc aussi avec Baldé qui va reprendre sa place de titulaire. Et le milieu, je pense que Rooney va retourner également sur le banc, même si il est très intéressant. Il a tapé un coup franc la dernière fois qui a failli faire lucarne. Je la vois au fond contre Chambalala. Lamine à droite. Et puis, je crois, franchement, qu'il va débuter avec Fermin au poste de numéro 10. Je vois plutôt un truc comme ça, même si Fermin, il n'est pas très bon depuis son retour de blessure, mais je le vois quand même débuter avec Fermin au poste de numéro 10. Rashford, je pense qu'il va débuter sur le banc parce que Rafinha va reprendre sa place de titulaire. Et puis, je vois Ferran débuter également comme titulaire. Ce serait un peu une sorte, entre guillemets, d'équipe type de Flick avec tous les joueurs disponibles. Si, encore je l'ai dit, hein, si Frenkie ne débute pas ce match comme titulaire, ce sera quand même un gros message envoyé au Batave, mais quand même, j'ai hâte de voir ce que Flick va décider par rapport à tout ça. C'est un 11 très solide, hein, je trouve, même si, on aura toujours le questionnement du numéro 10, sera-t-il Fermin, sera-t-il Rafa qui va revenir au poste de 10 pour mettre Rashford à gauche de nouveau? Je ne sais pas, je ne pense pas. C'est pas impossible de voir Rafinha également en 10 et Rashford à gauche, mais je pense que c'est l'équipe qui va être la plus proche de ce qui sera aligné ce dimanche. Donc voilà les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très rapidement pour le débrief du coup, après le match. Peut-être même demain pour le match débrief du match du Real, dépendamment du résultat. À très vite les amis.